Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de B2B Balado. Aujourd'hui, nous aborderons les trucs et astuces qui vous permettront, chers étudiants, de survivre au cégep. Je m'appelle Aline, votre animatrice, et avec nous pour cet épisode, Darani, Irène, Kenza, Lamita et Lisandre. Tout d'abord, rappelons l'importance d'un bon équilibre entre la vie personnelle et les études. Lisandre, c'est quoi le concept d'équilibre dans nos études? Donc, lorsqu'on est étudiant, il peut sembler impossible de jongler entre les différentes facettes de notre quotidien, donc notre vie sociale, notre vie personnelle, académique. Mais l'objectif, c'est pas d'être parfait dans chacun de ces aspects, mais plutôt d'apprendre à mettre le temps nécessaire dans chacune d'entre elles en fonction des hauts et des bas du quotidien. Et c'est très variable d'une personne à une autre. Donc, par exemple, quelqu'un qui a besoin de sortir, passer du temps avec ses amis pour se ressourcer, devrait alors prioriser la sphère sociale de sa vie. Et prioriser un élément, ça veut pas nécessairement dire négliger les autres. C'est juste répartir ses efforts selon nos priorités, nos goûts et nos besoins, et même nos objectifs futurs. C'est vraiment primordial d'avoir une bonne connaissance de soi afin de faire des choix éclairés. Ok, c'est un très bon point. Et Lamita, est-ce que tu pourrais nous expliquer les avantages d'avoir un bon équilibre de vie? Oui, donc, il y a plein d'avantages qui sont associés à un bon équilibre de vie. Par exemple, ça permet d'avoir une meilleure satisfaction dans nos études, d'avoir un niveau d'énergie et de productivité plus élevé et plus stable tout au long de la session. De plus, ça va nous permettre d'avoir une meilleure santé physique et mentale ou encore une diminution de stress occasionnée par les études. Et ça serait quoi les désavantages? En fait, sur la page de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, on peut lire qu'une vie déséquilibrée entraîne un certain épuisement, un sentiment d'être dépassé ainsi qu'une diminution de la confiance en soi. Donc si je résume, à force de mettre l'ensemble de notre énergie dans nos études, on perd une part de notre identité. On en vient à ne penser qu'à nos résultats scolaires et à baser notre valeur personnelle sur ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est exactement ça. En fait, c'est non seulement destructeur pour notre estime de nous-mêmes, mais c'est aussi totalement faux, puisqu'il y a tellement plus dans la vie que les études, bien que ça reste important. J'aimerais aussi ajouter que voir nos amis régulièrement, passer du temps avec notre famille, avoir des loisirs qui nous stimulent, ce sont tous des éléments qui vont nous permettre non seulement de nous forger une identité, mais aussi un entourage qui va agir comme un pilier dans nos études. Donc, si je comprends bien, il est important de ne pas négliger notre vie personnelle en pensant que c'est le mieux pour notre réussite scolaire, car tout porte à croire que c'est plutôt la voie vers un état futur de stress et d'épuisement qu'on veut à tout prix éviter au cégep. Donc, on sait tous que peu importe le nombre de cours que tu peux avoir au cégep, ça peut parfois sembler impossible à gérer. Maintenant, vous avez combien de cours en ce moment? En ce moment, j'ai 6 cours, mais à la première session, j'avais 5 cours. Mais j'ai aussi eu l'extrême où j'ai eu 8 cours. Je dirais que l'entre-deux, c'est parfait parce que pas avoir assez de cours, t'as beaucoup de temps libre et tu penses que t'as assez le temps pour étudier, mais tu vas procrastiner ou tu vas faire d'autres choses que t'es pas supposé faire. Donc, tu vas pas consacrer ton temps seulement à l'étude. Avec 8 cours, je trouve que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble et d'organiser autant le temps pour les études et le temps pour les loisirs. En passant, on va parler des loisirs vers la fin de cet épisode, donc écoutez jusqu'à la fin pour découvrir une multitude d'activités que, oui, vous pouvez adopter pendant vos études. J'aimerais aussi ajouter quelque chose pour la réponse de Darani, mais pour répondre à ta question, Aline, moi j'ai 8 cours cette session, puis c'est sûr que ça vient avec une grande charge de travail, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir organiser ton temps en fonction de la charge qui est associée à ton cours. On sait tous que tous les cours sont différents, puis chacun vient avec une charge de travail différente, dépendamment de si tu as un cours scientifique. Il faut aussi tenir en compte qu'un cours de formation spécifique, ça va pas toujours être la même charge de travail qu'un cours de formation générale. Souvent, ça va demander plus de temps, plus de travail et plus d'études. Darani, c'est quoi ta méthode pour bien t'organiser pendant la session? En fait, une astuce pour moi, c'est vraiment de bien planifier mon agenda, que ce soit papier ou digital sur mon iPad, en suivant vraiment les plans de cours au début de la session. Donc, c'est important de regarder les plans de cours et savoir à quoi s'attendre au cours de la session.
Fait que ça soit la matière enseignée à chaque cours ou les dates des remises ou des évaluations, je trouve que le plan de cours, c'est vraiment un outil indispensable. Donc, le fait de planifier son agenda et de tout inscrire avant le début des cours, ça assure de rien oublier. Donc, les dates importantes, surtout quand on est débordé par la charge de travail en mi-session ou en fin de session. Donc, peu importe si on utilise un agenda en format papier, donc celui que l'école peut fournir, ou même en digital, la planification d'un agenda, ça peut vraiment nous aider à organiser ses tâches. Ça va nous aider à prévoir le temps d'études nécessaire avant un examen ou même le temps nécessaire pour la remise d'un laboratoire. En voyant l'ensemble de ces tâches et des examens de tous nos cours, c'est vraiment plus facile de s'organiser que de regarder le plan de cours de chaque cours individuellement. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble qui va vraiment nous permettre d'organiser notre temps dédié aux études et d'alterner l'étude entre les matières. Par la suite, comme Darani l'a mentionné, c'est vraiment important de se fier au plan de cours pour planifier sa session. Par exemple, moi, je conseille de commencer à réviser dès le premier cours et ne pas attendre l'examen pour commencer à réviser. Donc, planifier son étude sur toute la session, aller régulièrement voir ses profs pour clarifier la matière. Parce que juste avant l'examen, c'est vraiment difficile d'essayer de comprendre toute la matière qui a été expliquée dès le début. Parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé vos astuces avec nous. Et Lisandre, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour gérer ton temps au quotidien? Donc, moi, une des astuces que j'utilise vraiment à chaque semaine, c'est de me faire une liste de tous les devoirs que j'ai reçus pendant la semaine ou que je sais qu'ils vont arriver plus tard dans la semaine. Et ensuite, je les redistribue sur chaque journée. Donc, par exemple, le vendredi soir ou le dimanche après-midi, je m'assois devant mon ordi ou devant mon agenda et je planifie vraiment chaque jour les devoirs que je prévois. Par exemple, si je sais que j'ai un cours de chimie le lundi et que cet enseignant-là donne beaucoup de devoirs, mais je vais prévoir au cours de la semaine qu'il va falloir que je fasse ces exercices-là. Donc, comme ça me permet de vraiment mieux gérer mon temps et ensuite, je peux trouver les trous dans l'horaire, dans mon horaire qui se crée au fil du temps et ça peut me permettre d'utiliser ces pauses-là à d'autres escients. Donc, faire de l'activité physique, passer du temps avec mes amis, etc. Une autre astuce qui m'a beaucoup aidé à organiser mon temps pendant la session, c'est vraiment de maximiser mon temps pour pouvoir être le plus productif possible pendant ma semaine. Donc, par exemple, si je sais que le mercredi, j'ai une pause de 3 heures, je vais l'utiliser au maximum pour finir les travaux que j'ai à faire, pour étudier pour mes examens ou pour finir certains devoirs. Ça peut aussi aider à libérer du temps plus tard dans la fin de semaine ou dans la fin de journée pour relaxer ou pour pratiquer d'autres loisirs ou activités physiques. Ça peut aussi aider quand on passe beaucoup de temps dans les transports. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le train et je pense que c'est un bon environnement pour avancer, par exemple, sur la lecture que tu dois faire pour cette semaine ou sur tes devoirs, encore une fois. Et le fait de utiliser chaque temps, chaque petite pause que tu as pour maximiser ta productivité, ça va te permettre d'être moins serré dans le temps puis de moins faire toutes tes révisions à la dernière minute. Parfait, merci beaucoup à Lisandre et à Lamita. Et Kenza, est-ce que tu as d'autres astuces que tu pourrais nous partager? Moi, personnellement, une autre chose qui m'aide vraiment à mieux m'organiser, c'est de créer des rappels automatiques. Par exemple, avant, je programme un rappel 2 semaines à l'avance avant un examen ou avant un travail à remettre, puis ça m'aide vraiment à garder le cap sans me sentir débordée. Puis avec mon horaire chargé, surtout en SL, mais en cégep au général, les gens ont tendance à avoir un horaire chargé. Donc, ça aide à se rappeler de ce qui s'en vient. Comme ça, tu rates pas de remise officielle ou d'examen, comme ça, t'es prêt. C'est vrai, puis en plus, il y a tellement d'applications que tu peux utiliser. Par exemple, il y a l'application qui vient quand tu achètes un téléphone ou une tablette électronique. Donc, l'application Rappel. Moi, personnellement, j'ai l'application Google Calendar. Je sais qu'il y en a qui ont Apple Calendar. Il y a aussi Symbol Calendar. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Même moi, j'utilise. Ça m'aide vraiment à rester organisée. C'est parfait. Et Lamita, est-ce que tu as un conseil pour les étudiants qui ont du mal à se motiver? Oui, en fait, je sais que la motivation à l'école, c'est un sujet qui est assez difficile pour plusieurs personnes. Beaucoup ont du mal à trouver leur motivation, à avoir de l'intérêt au sein de l'école. Mais je pense que c'est important de se trouver un objectif ou un intérêt particulier parce que ça t'aide vraiment à être motivé dans tes études
et à te projeter dans le futur. Il y a beaucoup d'applications qui aident vraiment au niveau de la motivation scolaire. J'en connais une qui s'appelle Flora. C'est une application... C'est pas elle qui l'a poussé des plans? Oui, c'est ça, exact. Il y a aussi une qui s'appelle Forest. C'est un peu le même principe, mais en gros, ça bloque toutes tes autres applications sur ton téléphone pour être sûr que tu vas pas faire autre chose que tes études, pour te concentrer vraiment sur tes études sans distraction. Puis le plus que tu respectes cette restriction, on va dire, sur ton téléphone, le plus que tu vas accumuler des points qui vont servir à faire pousser des plantes. Il y a des gens au sein de l'organisation qui vont faire pousser des plantes et des arbres. Puis ça te donne une petite motivation aussi écologique parce que tu sais qu'en étudiant, tu rends la planète un peu meilleure. Merci d'avoir partagé ces applications avec nous. Personnellement, je connais une autre application qui s'appelle Focus Flight. Donc, tu choisis des voyages en avion selon la durée de concentration que tu veux investir dans un certain projet ou dans ton étude ou quoi que ce soit. Et tu vas voir ce voyage en temps réel. Et pour les personnes qui ne peuvent pas étudier en silence, mais qui sont trop distraits quand ils mettent de la musique en étudiant, il y a des sons intégrés dans l'application. Par exemple, il y a le son de la pluie quand ça tombe, les chants des oiseaux et vraiment une multitude de sons que tu peux écouter en étudiant et ça permet d'augmenter ton niveau de concentration et donc augmenter ta motivation en étudiant. Est-ce que quelqu'un voudrait partager des techniques pour étudier? Pour les techniques d'études, ça dépend vraiment de la matière. En général, faire tous les exercices, même s'il y en a 1 million, c'est très important. Un truc, c'est de diviser les exercices par le nombre de jours avant le prochain cours. Par exemple, tu as 10 exercices en physique et le prochain cours est dans 5 jours. Tu en ferais 2 par jour. Sinon, faire les exercices plusieurs fois et j'aime bien me faire un code de couleur pour savoir ce que j'ai manqué et pourquoi. Par exemple, si c'est parce que je me suis trompée de formule ou parce que je ne savais pas du tout quoi faire, j'ai une couleur différente pour chaque situation. Aussi, c'est un peu différent du secondaire, mais j'ai remarqué que les profs évaluent moins si tu es capable de faire un numéro, mais plus à quel point tu es capable de le faire rapidement. Donc, en plus de savoir comment faire les numéros, pratique-toi à les faire très rapidement. Ça vient plutôt naturellement en faisant le plus de numéros possible. Sinon, j'aime aussi les cartes mémoire. Ça ne marche pas pour tout le monde. Tu peux les faire papier ou en ligne après chaque cours pour t'assurer de bien réviser pendant la session et non quand un examen approche. Je te conseille aussi d'aller voir tes professeurs très régulièrement pour poser des questions. Ça va t'aider à ne pas prendre trop de retard parce que tu ne comprends pas quelque chose. J'aime aussi enseigner la matière à quelqu'un d'autre qui ne suit pas le cours et voir s'il arrive à comprendre. Parce qu'habituellement, si tu n'es pas capable d'expliquer quelque chose, c'est que tu ne l'as pas compris toi-même. De plus, à Boîte-Boulogne, par exemple, il y a des étasses, c'est vraiment bien. Il y en a aux pauses communes et tu peux poser des questions à un prof qui est toujours différent si tu ne comprends pas les explications de ton prof, par exemple. Jeanne a mentionné l'ETAS, donc l'espace de travail et d'aide en sciences, qui peut être très avantageux pour les étudiants. Mais il y a également l'ETAF, donc l'espace de travail et d'aide en français. Ça se donne quelques fois durant la session et dans le fond, c'est des tuteurs ainsi que des tutrices de la brigade linguistique qui sont là pour répondre à tes questions en lien avec le français pour soit t'aider à corriger un travail à remettre, une dissertation ou même juste simplement répondre à tes questions en lien avec le cours de français. Puis Irène, tu as dit que parfois étudier ne revient pas seulement à étudier de manière individuelle. Aller voir ton prof, aller lui poser des questions, ça revient au fait que tu es même en train de comprendre et tu veux comprendre encore plus la matière que tu es en train d'étudier. C'est vraiment une bonne technique d'étude, surtout pour les cours comme philosophie ou même français, pour vraiment chercher à comprendre en profondeur les textes lus. Pour ajouter à ça, il y a aussi plein de techniques qui permettent de gérer ton temps. Il y en a une, je pense que c'est la plus connue, elle s'appelle la technique Pomodoro. En gros, ça consiste à étudier pendant 25 minutes d'affilée, puis ensuite prendre un 5 minutes de pause et continuer jusqu'à que tu finisses tous tes travaux et tout ce que tu as à faire. Les minutes de pause, en fait, vont t'aider à mieux te concentrer une fois que tu reviens de la pause pour maximiser ton travail et ta productivité. Il y a aussi une autre technique qui ressemble beaucoup à ça,
qui consiste à étudier pendant un 50 minutes, puis ensuite de prendre un 10 minutes de pause. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est exactement la méthode que on utilise pendant nos cours. Les professeurs nous enseignent la matière pendant 50 minutes, puis on prend tous une pause de 10 minutes. C'est pas pour rien, c'est vraiment pour maximiser notre concentration et notre efficacité pendant les cours. Et pour ça, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quelle application qui a un minuteur, par exemple l'application Horloge ou même l'application Flip Horloge, elle a déjà une technique Pomodoro intégrée dedans. Par exemple, moi ici, j'ai parlé du cours de philosophie et du cours de français. Est-ce qu'il y a ici une parmi vous qui a des astuces pour les cours plus scientifiques? J'aurais des techniques d'études pour une matière comme biologie. Je trouve que c'est vraiment une matière où il y a des techniques spécifiques. Par exemple, c'est vraiment important d'étudier selon tes objectifs. Donc, chaque enseignant, dans leur plan de cours ou dans leur cahier d'activité, ils vont vraiment nous spécifier les objectifs à apprendre selon les examens. Ça peut vraiment être différent, que ça soit un mini-test ou un intra. Les objectifs vont vraiment être différents. Donc, c'est vraiment important de suivre et d'étudier en fonction des objectifs et pas seulement étudier toutes les diapositives ou toutes les notes de cours. Aussi, c'est vraiment important d'étudier et de faire des questions à choix multiples parce que ça va vraiment être récurrent dans les examens, autant dans les mini-tests que dans les intras, d'avoir des questions à choix multiples. Et c'est important de se pratiquer à bien lire et à se pratiquer à faire les questions à choix multiples. Moi, personnellement, pour réviser en biologie ou en anatomie, je fais des cartes mémoire. Donc, à la fin de chaque cours, j'essaie de résumer en quelques mots-clés la matière, donc plusieurs cartes mémoire. Comme ça, pendant la semaine ou le week-end, je peux les revoir et comme ça, j'ai pas juste à faire juste avant l'intra. Donc, tout juste avant l'intra, je les révise tout au long de la session. Donc, je suis prête à l'intra. Puis aussi, ce que je fais, c'est des schémas. Donc, par exemple, pour les systèmes nerveux, système cardiovasculaire, je fais des schémas sur mon iPad. Comme ça m'aide à mieux visualiser les notions et donc ça m'aide à mieux être préparée pour mon examen. Pour ceux qui suivent des cours de maths ou de physique, oui, c'est important de comprendre la matière, mais c'est surtout très important de faire tous les exercices. Et quand je dis tous les exercices, je n'exagère pas. Il faut vraiment tous les faire parce que ça nous permet vraiment de voir tous les types de problèmes possibles qu'on pourrait retrouver à l'examen. Puis aussi d'être vraiment capable de faire tous les exercices, ça signifie que tu as vraiment compris toute la matière. Donc tu es sûr à l'examen de pouvoir réussir tous tes exercices. Merci beaucoup pour nous avoir partagé tous ces merveilleux astuces et conseils. Pour résumer le tout, vous avez parlé de planification de l'agenda. Donc, vous pouvez toujours avoir un agenda papier ou digital sur votre ordi, votre téléphone, votre tablette. Et ça vous permet de vraiment suivre les plans des cours au début de la session pour pouvoir vraiment organiser examen par examen et projet par projet, pour ne pas arriver dernière minute à la remise de votre projet ou votre travail. Il y a aussi la planification hebdomadaire et journalière durant la session. Par exemple, si tu as 3 heures de pause une certaine journée, ça serait une bonne idée de la consacrer à tes études ou même un projet à remettre ou à commencer ou même juste à continuer. Avoir des rappels automatiques aussi, c'est une autre bonne idée. Par exemple, 2 semaines avant un examen, 1 semaine avant un certain travail à remettre pour ne pas te retrouver dernière minute avant la remise. Tu peux aussi commencer à réviser dès le premier cours pour ne pas avoir trop de matière rendue à l'intra. Donc, nous avons parlé des cartes où tu écris la notion au recto et la définition au verso. C'est aussi une autre bonne technique. Maximiser son temps même durant ton temps en transport commun. Par exemple, le train, tu peux lire un livre, tu peux faire des devoirs qui sont un peu plus faciles. Puis toutes les techniques, par exemple la technique Pomodoro ou même les applications pour se motiver, toutes ces astuces-là, ça peut vraiment vous aider dans votre gestion du temps et votre organisation scolaire. Donc maintenant, on a vraiment parlé des moyens et des astuces pour se concentrer à l'école. Mais mettons vous, qu'est-ce que vous faites comme loisir en dehors de vos études? Avant de continuer avec les loisirs, petite parenthèse utile. Nous savons tous que peu importe notre programme au cégep, nous devons tous passer l'épreuve uniforme de français. Et nous savons que ça peut parfois sembler difficile d'écrire une dissertation en utilisant les bons verbes, surtout que, et faites très attention à cette erreur, le verbe démontrer est à éviter complètement durant la dissertation.
Donc, pour vous aider, voici une liste complète des verbes à utiliser durant vos analyses littéraires de français et bien sûr, durant l'épreuve uniforme de français. Donc, Aline, tu as mentionné le verbe démontrer. En effet, c'est pas le verbe idéal à utiliser en analyse littéraire, mais on peut le remplacer par plusieurs verbes, comme le verbe montrer. Quant à l'expression mettre l'emphase sur, il s'agit d'un anglicisme, puis on peut le remplacer par une autre expression, comme par exemple mettre l'accent sur. Il y a plusieurs verbes en dissertation qui peuvent être utilisés pour exprimer nos idées. Quand on parle d'un mot, d'un verbe, d'une phrase, d'un texte ou d'une œuvre, on peut utiliser des verbes comme accentuer, dénoter, présenter un caractère, exprimer, illustrer, mettre en évidence, évoquer, indiquer, présenter, produire, souligner, mettre l'accent sur, susciter, symboliser, refléter et révéler. Si on parle plutôt d'un procédé stylistique ou d'une figure de rhétorique, il y a plusieurs verbes qu'on peut utiliser, comme le verbe révéler, donner au lecteur l'impression, l'illusion ou le sentiment de, opposer, souligner, renforcer, appuyer, mettre en valeur et mettre en évidence. Aussi, lorsqu'on parle d'un narrateur, d'un romancier ou d'un poète, on peut dire qu'il ou elle mentionne, affirme, désigne, prône, approfondit, dresse le portrait, emploie, communique, fait l'éloge de, critique ou même ironise sur quelque chose. Donc, pour faire suite à ce que Lamita a dit, quand on parle de l'auteur ou du locuteur, on peut utiliser réussit à, évoque, l'auteur cherche à, souligne, fait ressortir, insiste sur, fait allusion à, dénonce, justifie, décrit, le locuteur suggère, explique ou encore qualifie. Sinon, quand on parle du personnage, donc on veut décrire le personnage ou un trait qu'il représente, on peut utiliser éprouve, rencontre, ressent, perçoit comme, confronte, procure, apporte, suscite, incarne, représente ou encore constitue un exemple de. Donc aussi, faites attention aux erreurs à éviter. Donc, par exemple, on ne peut pas écrire dans une dissertation accentuer que. On pourrait à la place remplacer par cette hyperbole accentue le sentiment de peur, par exemple. Sinon, amplifie que, c'est un peu le même principe. Donc, c'est mieux d'écrire la redondance amplifie la perception. Sinon, appuyer que, on peut le remplacer par la répétition appuie la certitude. Donc, vraiment remplacer par un le ou un la plutôt que par un que. Sinon, concrétiser que, on dit plutôt le calembour de Paul concrétise la distance sociale entre les deux amis. Même chose pour évoquer, donc on va remplacer le que par une autre suite, un autre groupe du nom. Donc le vocabulaire argotique et le niveau de langue populaire évoquent un passé auquel le personnage voudrait se soustraire, par exemple. Sinon, exprimer que, on peut le remplacer par grâce à la métaphore, le poète exprime sa profonde nostalgie, donc on le remplace par un groupe du nom encore une fois. Sinon, fait apparaître que, on pourrait plutôt dire l'allégorie fait apparaître le rôle de meneur d'homme d'un personnage que son père croyait banal. Et finalement, à la place de dire cet élément fait ressortir que, on peut dire la métonymie fait ressortir la violence des sentiments. Aussi, au lieu de dire fait ressortir que, on peut plutôt dire la métonymie fait ressortir la violence des sentiments. Donc, encore une fois, on remplace par un groupe du nom. C'est vraiment l'élément à retenir. Au lieu de dire illustrer que, on peut dire la gradation illustre le bouleversement de la jeune fille. Marquer que, encore une fois, donc on remplace par un groupe du nom, la répétition marque l'ennui. Mettre en évidence que, donc Lamita l'avait mentionné un petit peu plus tôt, mais c'est met en évidence la similitude. Mettre en lumière que, c'est plutôt le parallélisme met en lumière les similitudes. Mettre en relief que, donc l'oxymore met en relief la démesure des actes du personnage. Et finalement, mettre en valeur que, on peut le remplacer par le rythme ternaire met en valeur les qualités de la jeune femme. Donc pour tous les exemples que je viens de nommer, on remplace encore une fois par un groupe du nom.
Sinon, au lieu de dire symbolise que, on peut dire l'allégorie symbolise l'idéal révolutionnaire cher à de nombreux romantiques. Et finalement, plutôt que traduire que, on peut encore une fois remplacer par un groupe du nom et plutôt dire l'emploi du subjonctif traduit ici le doute du narrateur témoin. Un type de loisir qui fonctionne pour moi, c'est vraiment les activités physiques. Ils ont beaucoup d'avantages. Par exemple, tu te retrouves vraiment dans un environnement stimulant ou qu'il y a un effort commun par toutes les gens qui t'entourent. Donc, c'est vraiment bien, par exemple, d'aller au gym parce que tout le monde va vraiment faire leur entraînement personnel et ça va te motiver à te pousser à ton meilleur. Aussi, ça te permet d'expérimenter des nouvelles choses et de relever des nouveaux défis. Parce que tu peux faire plusieurs exercices différents et essayer des nouvelles choses, autant au gym qu'à l'extérieur, que ça peut être du vélo, de la course à pied ou des entraînements physiques. Aussi, ça te permet vraiment de développer ta discipline et ton engagement parce que tu vas vraiment développer un entraînement qui fonctionne pour toi et ça va vraiment te pousser à le compléter et à faire des efforts pour faire de ton meilleur. Aussi, je trouve que ça te permet de beaucoup te concentrer. Par exemple, en fin de semaine, si le samedi, je vais aller étudier à la bibliothèque ou à un café, mais qu'à la fin de l'étude, mon cerveau est vraiment fatigué et que j'ai plus l'énergie pour étudier autant qu'au début de la journée, une façon d'être autant productive, ça serait d'aller au gym ou d'aller faire une course à pied, parce que ça me permet de me sentir productive, mais en prenant une pause de l'école et d'aider à retrouver de l'énergie et vraiment prendre du temps pour moi dans mon temps personnel. Personnellement, les loisirs créatifs, c'est ce qui m'aide le plus à relaxer après mes journées d'études. Quand je fais du coloriage ou du tricot, par exemple, j'ai vraiment l'impression de décrocher. Je ne pense plus à mes travaux, juste à ce que je fais sur le moment. La céramique aussi, c'est super apaisant. J'adore créer quelque chose de mes propres mains, ça me fait du bien. Et lire, c'est un peu ma façon de m'évader, alors que faire de la musique, au contraire, ça me défoule complètement et ça m'aide à me reconcentrer après. Ce sont mes petits moments à moi, loin du stress scolaire où je peux juste respirer et laisser ma créativité aller. Aussi, je ne sais pas à quel point ça peut être considéré comme un loisir, mais occuper un emploi augmente et améliore tellement ta discipline. Personnellement, je travaille à temps partiel durant les heures que, évidemment, j'ai pas de cours. Et honnêtement, je sens que je suis complètement déconnectée de l'ambiance, de stress, des projets et des études. Et en plus, quand je reviens à la maison le soir après avoir travaillé, je me sens plus concentrée et vraiment plus prête à étudier. Et pour les loisirs reliés à l'école, nous avons une invitée spéciale. Allô, Christina! Salut! Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous dire, tu es dans quel programme et t'es rendue à quelle session? Je suis dans ma 3e session en sciences de la nature. Parfait, merci beaucoup. Et tu es aussi la coprésidente du Club Vox Pop et la directrice de marketing MedLife. Est-ce que tu pourrais nous parler du Club Vox Pop et de MedLife? Dans le fond, le Club Vox Pop, je l'ai commencé avec mon ami, session dernière, puis c'est dans le fond une tentative pour rendre l'école plus amusante parce que je pense que tout le monde connaît Bois-de-Boulogne puis voit Bois-de-Boulogne comme une école vraiment studieuse. Puis aussi, le comité à Bois-de-Boulogne, genre, quand j'ai appliqué, j'en ai pas vraiment entendu parler. Puis c'est sûr que une école, c'est autant, oui, l'étude, mais c'est aussi autant l'esprit de groupe. Il faut être capable de se créer des liens, avoir beaucoup d'amis. Et c'est sûr que avec des comités, ça peut aider. Donc, on a essayé de commencer un petit comité qui va pouvoir faire rire aux gens, puis amener des sourires aux gens aussi, et les faire sortir plus de leur zone de confort en les interviewant. Et dans le fond, dans le club, on choisit des questions à chaque semaine, ou on essaie de faire à chaque semaine. Aussi, on interview, on fait le montage, fait que je consacre environ 2 heures par semaine pour le club, mais parfois moins, parfois plus, dépendamment. Et maintenant, on a recruté plus de personnes, fait que c'est sûr que la charge de travail va diminuer. Mais maintenant, vu qu'il y a plus de personnes, on commence à essayer de rendre le club plus solide puis plus structuré. Pour MedLife maintenant, je suis directrice de marketing, je vais travailler avec la vice-présidente en marketing, puis aussi avec les autres membres de MedLife, c'est sûr. C'est plus pour rendre l'allure du comité beau, pour faire le compte Instagram plus beau, pour faire les affiches
ou faire des activités et rendre le comité plus respecté par la communauté étudiante. Puis MedLife, dans le fond, c'est une organisation à but non lucratif qui vise à aider les personnes en besoin en éducation. On fait aussi des voyages humanitaires, puis on va aller aider des personnes qui ont moins de chance que nous, qui n'ont pas eu l'éducation possible que nous on a, qui n'ont pas les moyens de soins possibles dans leur pays, des gens démunis dans le fond. Et en ce moment, on prépare aussi des voyages humanitaires. Je pense qu'il va en avoir 3 en tout. Christina, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Il semble vraiment que le Club Vox Pop et MedLife nécessitent beaucoup de travail. Comment gères-tu cette charge de travail avec tes études et tes projets scolaires? C'est sûr que oui, c'est chargé puis ça prend beaucoup de temps, mais à chaque session, j'essaie d'avoir un horaire avec beaucoup de pauses pour que je puisse travailler. Sinon, à la maison, je mets des post-it sur mon mur avec ce que je dois faire à chaque semaine. Et je fais aussi ça sur mon ordi. Sur mon ordi aussi, sur l'application calendrier, je mets tous mes examens. Dès le début de la session, je mets tous mes examens sur mon calendrier. Ça m'aide à me rappeler c'est quoi que je dois vraiment finir cette semaine. Ça m'aide aussi vraiment à rester organisée un minimum. Parce que c'est sûr que, surtout avec Vox Pop, je sais pas ça va me prendre combien de temps faire le montage. Mais Vox Pop aussi, on interview à l'école. Ça enlève pas nécessairement du temps d'études à la maison, à part si je fais le montage. Pour MedLife, on vient tout juste de commencer. Puis je sais que parfois, on a eu des rencontres à la maison, en ligne, pendant 30 minutes, et c'était vraiment OK. Mais on va commencer à avoir plus de rencontres les mardis durant la pause commune. Fait qu'encore là, c'est durant l'école. Je trouve que le fait que c'est à l'école, c'est vraiment OK, vu que à la maison, je vais pouvoir plus me concentrer sur mes affaires. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. On espère que nos conseils et nos astuces vous seront utiles au cégep. Merci de nous avoir écoutés et surtout, bon succès à tous et à toutes.